Alors bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau au nom de l'ensemble de l'équipe de Révolution Permanente Dimanche à nous suivre. Alors ce soir sur Zoom pour celles et ceux qui étaient déjà inscrites, mais également sur le live sur le Facebook de Révolution Permanente. Alors nombreux et nombreuses, les camarades vont me dire, là des gens continuent à se connecter. Et puis une salutation particulière, notamment à celles et ceux qui nous suivent de l'étranger, Euskadi, la Martinique, le Canada, l'Algérie, puisqu'on a eu des retours de camarades justement qui nous suivaient avec ou sans décalage horaire. Alors ce soir, pour clore ce cycle Histoire des révolutions, clore pour mieux recommencer demain ou après-demain, dans la rue, dans les entreprises, sur les lieux de travail, sur les lieux de vie, les lieux d'études. Deux historiennes, Ludivine Bantini et Mathilde Larère, qui nous font l'honneur et l'amitié d'être avec nous ce soir pour aborder ces questions de déclinaison au temps présent de l'histoire des révolutions. Deux historiennes qui sont spécialistes d'histoire sociale, d'histoire des femmes, du mouvement ouvrier, du monde du travail, du 19e et du 20e, qui sont habituées des médias, vous les avez sans doute suivis. Et également auteur de plusieurs ouvrages, de plusieurs livres, Révolution, édition Anna Mosa pour Ludivine, et également 1968, des grands soirs au petit matin, donc un ouvrage absolument précieux et fondamental sur 68, qui a été publié chez Fayard il y a 2 ans maintenant. Et pour Mathilde Larère, des intrus en politique, femmes, minorités, résistance, au détour, et puis l'urne et le fusil. Pour celles et ceux qui ont suivi le cours sur 48, ça leur dira quelque chose. La garde nationale parisienne de 1830 à 1848, justement. Et une nouveauté, puisque ça vient de sortir aujourd'hui, pour celles et ceux qui ont pu passer en librairie, peut-être l'avez-vous déjà. Manif et Station, le métro des militants, aux éditions de l'Atelier, qui a été publié avec Laurence Decoq, coécrit avec Laurence Decoq, qui est une sorte d'anti-métronome, si vous voulez, d'anti-Laurent Deutsch, d'histoire souterraine par en bas du métro, du réseau métropolitain, du réseau des militants, des militantes, justement au fil de son histoire. Alors avant de commencer, pour laisser le temps à toutes et tous de vous connecter, quelques rendez-vous, comme on le fait habituellement. Le premier, bien entendu, étant celui de samedi à Paris, mais également dans d'autres villes en région, pour demander, pour exiger justice pour Floyd, pour Adama, pour les victimes de l'ensemble des violences policières, et également pour manifester contre ce système qui les sécrète, ces violences, qui les génère, pour que toute cette situation cesse. Donc voilà, ici comme ailleurs. Un autre rendez-vous également le 16, mardi à 11 h sur le parvis de Saint-Lazare, en solidarité avec notre camarade Éric Bezou. Alors, je crois que cette fois-ci, j'ai bien prononcé le nom, il m'avait fait remarquer la dernière fois. Éric est cheminot depuis plus de 22 ans.
et il est menacé aujourd'hui de révocation. Et ce que lui reproche la direction de la SNCF, ce que lui reproche Muriel Pénicaud, qui entend valider cette révocation, une révocation qui ne doit pas passer, c'est précisément son engagement auprès de ses collègues à Saint-Lazare et de son engagement plus général auprès du monde du travail, auprès de la jeunesse, auprès des classes populaires. C'est quelque chose qui lui est reproché et qui ne devra pas passer. Donc, le rendez-vous est à 11 heures sur le parvis de la gare Saint-Lazare avant de rejoindre la manifestation des soignantes et des soignants du 16. Et virtuellement cette fois-ci, le 16 au soir, un rendez-vous qui vous est donné pour clore l'ensemble des cycles qu'on avait lancés au début du confinement. Donc à la fois Histoire des révolutions, mais également le cycle Marx et Lénine contre-attaque, avec un échange qui sera animé par Daniela Cobé du comité exécutif du nouveau parti anticapitaliste, autour de la question du parti, la question de l'organisation, la mère de toutes les batailles pour les révolutionnaires. Alors, c'est un plaisir aussi de vous accueillir ce soir, quasiment 5 ans jour pour jour après le lancement de Révolution Permanente Dimanche et le supplément de théorie politique et culture de RP, donc le quotidien que vous suivez toutes et tous, si ce n'est tous les jours, en tout cas régulièrement j'imagine. Et donc c'était l'occasion de rendre hommage à la fois au quotidien, un quotidien qui est à la disposition des luttes et qui entend se mettre au service d'un grand parti des travailleuses, des travailleurs, de la jeunesse et des classes populaires, qui devrait être intégré par l'ensemble des organisations d'extrême gauche, par l'ensemble des militantes et des militants qui ont pu animer, qui ont été à la pointe des luttes ces derniers temps, au cours de l'hiver, mais également des luttes dans la jeunesse, des luttes dans les quartiers, pour être à la hauteur de l'offensive qui est en train de se préparer au niveau du gouvernement et que l'on voit déjà à l'œuvre. Alors pour ce qui est de ce journal donc, qui est né en 2015, l'occasion de saluer, de remercier également l'ensemble de celles et ceux qui, tous les jours, ou en tout cas 5 jours par semaine, font que ce miracle laïque se produit. C'est-à-dire qu'au petit matin, vous avez l'édition du jour à la disposition sur les réseaux sociaux ou sur le site du journal. Et notamment une salutation chaleureuse particulière à Damien Bernard qui doit nous suivre entre deux articles, hein, qui doit être en train de finaliser ou de coordonner. Alors, aujourd'hui donc, pour cette clôture du cycle Histoire des révolutions, deux historiennes, comme je vous le disais, Mathilde Larère et Ludivine Bantini, qui sont spécialistes, hein, je le répète pour celles et ceux qui nous rejoignent, spécialiste d'histoire sociale, d'histoire du monde du travail, du mouvement ouvrier, histoire des femmes, 19e davantage pour Mathilde et 20e pour Ludivine, et avec lesquels on a choisi de conclure, en tout cas de façon temporaire, en essayant de conjuguer au présent l'histoire des révolutions, et de décliner l'actualité, une actualité qui est absolument riche, qui est inédite tout en étant extrêmement classique. Vous pouvez le voir dans les mobilisations qui traversent aujourd'hui un certain nombre de pays, en France et à l'étranger, aux États-Unis en particulier, justement de décliner l'histoire des révolutions au présent. Alors, en essayant de revenir sur quelques éléments, quelques questions, quelques thématiques qui ont été récurrentes ou qui sont apparues à la fois dans les exposés, les séminaires qui ont été donnés par les camarades et les invités au fil des cours qu'on a pu développer. Donc sur 1848, sur la Commune de Paris, sur 1917, juin 36, la Révolution cubaine et la semaine dernière, le processus révolutionnaire au Chili 70-73. Donc des questions, des éléments clés sur lesquels on souhaitait revenir justement en les analysant ensemble, en donnant la parole à Mathilde et à Ludivine, si ce n'est pour tirer des leçons, je ne sais pas si on peut tirer des leçons de l'histoire, mais en tout cas pour s'armer d'outils, s'armer ou se réarmer justement pour les luttes d'aujourd'hui et, nous l'espérons, les révolutions de demain. Alors bienvenue Mathilde et Ludivine. Voilà, merci d'être parmi nous ce soir. Donc je répète sur le live Facebook de Révolution Permanente et sur Zoom pour celles et ceux qui étaient inscrits et qui nous suivent depuis le début. Et je vous propose de commencer. Donc si vous voulez allumer vos caméras, je crois que les camarades qui sont en charge de la technique vont ouvrir vos micros également. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté cette invitation.
Et je voulais commencer. Alors, j'avais quelques questions, quelques éléments de réflexion que je voulais vous proposer à partir de quelques supports. Alors, j'espère qu'ils ne sont pas trop… Mathilde disait qu'ils étaient très 20e, justement, mais ce sera l'occasion de revenir en arrière. Donc, voilà, j'ai privilégié les clichés sur le… Donc, par conséquent, ça implique une séquence historique particulière. Alors, je vais essayer de partager l'écran. Normalement, ça marche. Et je devrais partir depuis ici. Ça devrait fonctionner. Voilà. Et je vais partir du début. Normalement, vous devez voir. Voilà. Alors, une première question. Alors, j'espère que ce n'est pas trop mangé par la barre latérale des caméras. Une première question, vous voyez ici une militante, une syndicaliste qui harangue ses collègues à l'atelier de sellerie de Citroën Javel en 1938. C'est un retour sur ces luttes extrêmement fortes qui ont pour point d'orgue les grandes grèves de mai-juin 36. Et une question justement sur les femmes et les enfants d'abord, puisque très souvent, ou en tout cas trop souvent dans l'historiographie, y compris dans l'historiographie du mouvement ouvrier, on a comme trop l'impression que les femmes sont, si ce n'est les oubliées, on a sans doute une sorte de galanterie, très certainement mal placée, justement, de rappeler leur rôle et leur protagonisme décisif dans les moments d'ouverture, alors que ce soit sur les pentes de la butte Montmartre le 18 mars 71, évidemment c'est le 8 mars 1917 à Pétrograd avec les ouvrières du textile, et par la suite on les oublie au fil de l'histoire, et on oublie aussi le fait que parfois, et très souvent aussi, c'est les dernières à rendre les armes. Alors c'est le cas de la barricade de la Barrière Blanche en 71, justement le 23 mai 71, qui est tenue par un bataillon de fédérés, de femmes, de communardes, mené par Nathalie Lemel, on en a parlé. C'est également le cas de cette ouvrière à Saint-Ouen, aux usines Mondeur, qui sous les caméras des groupes Medvekin, justement, refuse de reprendre le travail après la grande grève de mai-juin 68, en tout cas, qui est justement refuse de revenir à la tôle, qui, elle, veut continuer. Donc, les femmes et les enfants d'abord, dans les révolutions, qui ouvrent les révolutions, mais qu'en est-il après? Qu'en est-il par la suite, et notamment donc, pendant et au moment des victoires, et puis et dans un temps ultérieur. Donc voilà, vous avez la parole toutes les deux. Je ne sais pas qui veut commencer, Ludivine ou Mathilde. Mathilde, je t'en prie. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous, enfin bonsoir vu l'heure, et salut Ludivine. Et alors les femmes, elles ouvrent, elles ferment, elles sont là, elles sont présentes tout le temps en fait, les femmes dans les révolutions, des révolutions du 19e comme les révolutions du 20e, et en plus le propre du phénomène révolutionnaire, c'est d'ouvrir une brèche dans laquelle les femmes ont largement la possibilité de s'inviter et de s'imposer. Et une des parties, enfin, si je reste sur le 19e siècle, hein, les moments finalement où les femmes vont à la fois le plus agir, le plus écrire, le plus s'organiser, le plus porter des revendications multiples, hein, c'est dans les moments révolutionnaires, hein, puisque comme la révolution bouleverse les ordres politiques, sociaux, juridiques aussi, elle bouleverse les ordres des sexes. Et donc, ça permet effectivement aux femmes de s'exprimer bien plus qu'elles ne pouvaient le faire le reste du temps, d'autant qu'en plus, les périodes qui suivent les révolutions, donc les retours aux ordres, et notamment les contre-révolutions, sont aussi des retours à l'ordre des sexes, et donc sont des moments particulièrement de backlash et difficiles pour les femmes. Ainsi, donc, si on regarde la Révolution française, la Révolution de 1830, la Révolution de 1848 et la Commune, bon, si vous avez parlé un peu précisément de 48 et de la Commune, vous l'avez vu, mais c'est vrai aussi pour 1830 et pour la Révolution française, les femmes, elles sont très présentes. C'est des moments où elles s'organisent d'abord en association, en club. Il y a des clubs de femmes pendant toutes ces révolutions. Elle s'organise en créant des journaux, et des journaux qui ne sont écrits que par des femmes, alors pas sous la Révolution française, mais en revanche, le premier journal écrit que par des femmes, c'est au lendemain de la Révolution de 1830.
c'est l'apostolat des femmes. Et puis, il y a le grand journal La Voix des femmes en 1848. Alors, on n'a pas de journal uniquement de femmes sous la Commune. Et donc, à chaque fois, on a ça. Et ce qui est intéressant au 19e siècle, c'est que les femmes dans les révolutions arrivent toujours à porter ensemble à la fois les revendications qui sont celles de la révolution qu'elles accompagnent. Et on trouve par exemple dans La Voix des femmes les revendications qui sont celles de 48, le droit à l'association, tous les droits, le droit au travail et le droit du travail. Donc ce sont aussi des actrices fondamentales des révolutions en cours et souvent d'ailleurs dans leurs branches les plus radicales, les femmes les plus importantes. On parle toujours d'Olympe de Gouges, mais Olympe de Gouges n'était finalement pas la plus importante des femmes sous la Révolution, plus organisée et plus mordantes d'une certaine façon étaient les femmes de la société des citoyennes républicaines et révolutionnaires et qui étaient des hébertistes, donc une branche radicale du milieu montagnard. Donc elles sont là, elles portent à la fois les idées de la Révolution, les communardes se sont battues pour les idées de la Commune, mais en même temps, elles portent aussi des idées que l'on peut qualifier de féministes, même si le mot n'existe pas pendant tout le 19e siècle, il n'apparaît qu'à la fin du 19e siècle, mais elles revendiquent des droits politiques, elles revendiquent des droits comme travailleuses, elles revendiquent des droits et l'égalité dans la famille, dans le couple, elles revendiquent l'égalité civile avec les hommes qui leur est retirée par le Code civil. Donc, elles sont très présentes. Pourquoi est-ce qu'on ne parle d'elles qu'au début ou à la fin ? Je suis même pas sûre que ce soit vraiment le cas. Alors, c'est vrai que maintenant, on le dit pour le 18 mars et pour le 8 mars. Enfin, c'est quand même assez récent malgré tout comme discours. Et pour les autres, on les présente assez peu au bout du compte. C'est de toute façon un déni général de la part que prennent les femmes dans les révolutions que l'on retrouve et que l'on retrouvera, mais ça, je ne vais pas trop empiéter sur le 20e, comme ça on se partage avec Ludivine, mais on retrouve ça au XXe siècle, donc la présence des femmes, et c'est pas simplement qu'elles sont sur les barricades ou à côté des barricades, c'est que c'est un grand moment en général d'expression, de rédaction, de conceptualisation, elles formulent énormément de revendications dans ces cadres-là. Merci Ludivine. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation et toute cette organisation. Bon, je dirais évidemment dans le sens de Mathilde, dans la mesure où évidemment on ne peut pas parler de révolution sans émancipation. C'est quand même, c'est pour ça qu'il faudrait s'entendre aussi sur ce qu'est une révolution. C'est évidemment pas le sens du dictionnaire qui n'indique et n'insiste que sur le renversement d'un pouvoir. Et en fait, c'est aussi toute la discussion qu'on pourrait mener sur le fait qu'on ne peut pas nommer révolution des mouvements comme les mouvements fascistes ou nazis qui, quant à eux, même s'ils se réclament d'une logique révolutionnaire, combattent à toute force l'émancipation. Et dès lors, évidemment, la place des femmes, elle est ici fondamentale, tout comme ce qu'elles parviennent dans le processus révolutionnaire même à arracher en termes justement de conquête émancipatrice. Et c'est vrai que un des premiers grands actes révolutionnaires en 1789, c'est celui que portent les poissonnières, les arrangères, les fripières, les détailleresses de poissons, les marchandes, en fait, les femmes des halles, les 5 et 6 octobre 1789, quand elles décident d'emprunter un parcours qu'elles connaissent très bien, en allant à Versailles, puisqu'elles y allaient quasiment annuellement pour faire allégeance au monarque, lequel, en échange, était censé leur donner symboliquement sa protection, dans le cadre d'un régime qui était aussi profondément patriarcal. Et donc, elles suivent ce chemin-là qui leur est familier, mais pour le subvertir absolument radicalement. Et donc ça, c'est justement le geste révolutionnaire par excellence, c'est-à-dire de briser les codes habituels et familiers qui reconduisent la domination. Et donc ça, on le voit avec toute la puissance des femmes révolutionnaires qu'on a l'habitude bien sûr de citer, mais qui cachent elles-mêmes une effervescence et une ébullition
de ce rôle des femmes. Alors bien sûr Louise Michel, bien sûr Rosa Luxembourg qui parle de la révolution comme d'un élixir de vie, Alexandra Kollontai qui évoque la révolution comme des lettres de feu, voilà tout ce qu'elle éprouve. Et d'ailleurs il faut souligner le rôle d'Alexandra Kollontai comme première femme ministre, voilà, là en l'occurrence dans le cadre d'un gouvernement révolutionnaire à partir de 1917, et souligner justement les acquis assez considérables pour l'époque, qui sont ceux des femmes en 17, hein, que ce soit le droit au divorce, le droit au mariage civil, la liberté de l'avortement, et donc tout ce que réalise, poussé par ce mouvement révolutionnaire, Alexandra Kollontai. Ce qu'il faut aussi souligner, me semble-t-il, c'est que évidemment tout ça n'est pas harmonieux, tout ça n'est pas sans contradiction, et que un certain nombre de dirigeants révolutionnaires, quant à eux, voient quand même d'un mauvais œil justement cette émancipation. Et donc c'est l'objet aussi d'une lutte, c'est l'objet d'une conflictualité. Je pense par exemple à Guevara, hein, qui entendait pour sa part quand même globalement reconduire les assignations, évidemment on ne disait pas ça comme ça à l'époque, mais les assignations de genre, en considérant que voilà, les femmes révolutionnaires devaient être surtout un apport aux combattants, forcément mâles, hein, et donc ça m'importe aussi de citer les femmes révolutionnaires cubaines, qu'il s'agisse de Cecilia Sanchez Mandoulé, qu'il s'agisse d'Aide Tamara Bunke, etc., parce que en fait leur rôle est justement trop occulté par rapport à la figure des dirigeants révolutionnaires plein de virilité. Et enfin, peut-être pour terminer sur cette première discussion, enfin, il y aurait tellement et tellement à dire, je pense qu'il faut vraiment se rappeler le rôle incroyable que jouent les femmes dans les processus révolutionnaires qu'on a connus et qu'on connaît de ces dernières années, en fait, qu'il s'agisse du Yémen, de la Tunisie, évidemment de l'Algérie, de la Syrie aussi. Donc voilà, il y a ici une brèche sans laquelle aucune révolution n'est véritablement possible s'il ne pose pas aussi la question de l'émancipation de tous et toutes, et d'abord de toutes. Alors, merci. Alors pour ce premier moment justement de partage, hein, avec, en remettant les points sur les i, y compris de l'écriture de l'histoire. Alors une deuxième question, si cette chose me permet de fonctionner, mais je ne crois pas. Ah si, voilà. Alors bien entendu, l'affiche est là pour l'affiche et non pas pour un clin d'œil à son protagoniste, ou en tout cas un clin d'œil à son protagoniste lorsqu'il avait 17 ans et qu'on n'est pas sérieux, ou qu'on est très sérieux quand on veut faire la révolution, justement, et pas quand on est vieux et ami d'Emmanuel Macron. Mais donc, nous sommes tous des Juifs et des Allemands, point d'interrogation. Donc là, l'affiche des ateliers, de l'atelier populaire de l'ex-école des Beaux-Arts de 68. L'idée était de revenir sur les questions d'internationalisme et de dimension internationale d'un processus révolutionnaire. En 1948, on l'a vu notamment, c'est-à-dire que le propre d'une révolution, c'est précisément d'abord le fait d'essaimer, c'est le fameux spectre qui hante l'Europe de Marx et de Engels, mais c'est aussi la façon dont, soudainement, pour de larges masses, celui qui est autre, ou celle qui est autre, ou qui est défini comme autre par l'idéologie dominante, devient soudainement, dans l'horizon de la camaraderie, eh bien, un frère, une sœur. Donc voilà, ça, le chat est un hommage à Chris Marker, j'imagine. Ce n'était pas prévu, mais bien sûr, bien sûr. C'est tout à fait en adéquation avec notre propos. Et donc cet élément frappant justement de l'élargissement de l'horizon politique, hein, de celles et ceux qui participent à une révolution. Donc la question, en l'occurrence polonaise, hongroise, italienne en 1948, qui va devenir centrale, qui va animer y compris des manifestations, ou encore là, en 68, plus proche de nous, cette réaction qui est autant une réaction à une contestation de l'ordre gaulliste et des réactions du parti peu communiste et très français, justement, de celles et ceux qui refusent de marcher au pas cadencé du chauvinisme, du militarisme, et puis y compris teinté d'un antisémitisme absolu, justement. Donc c'est la fameuse expulsion de Cohn-Bendit, mais d'autres aussi, militantes et militantes révolutionnaires non français, entre guillemets, à l'époque. Et donc cette façon dont les révolutions vont
reconvoquer, reconfigurer en fait tout un certain nombre de relations des uns et des autres, des unes avec les autres, y compris par-delà les frontières. Alors c'est quelque chose qui est récurrent, mais est-ce que vous pourriez justement revenir dessus? Moi, toi? Comme vous voulez. Le truc, c'est que si je commence, ça fait chronologique, mais en même temps, ça va être un peu répétitif. C'est toujours moi qui commence et après, c'est Ludivine. Ou alors Ludivine, et après on va faire l'histoire à rebours, hein. Je t'entends pas? Le micro, voilà. Non, le micro est coupé. Voilà, non. Voilà, c'est bon normalement. Oui, c'est une dimension absolument fondamentale et qui est trop négligée, me semble-t-il, aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire que il y a par exemple des thématiques qui se sont beaucoup perdues, y compris tout simplement un vocabulaire. Alors, il ne s'agit pas évidemment de mots et de sémantique. Je pense notamment à l'anti-impérialisme. Ça a été tellement structurant, alors en particulier dans les soulèvements que tu as évoqués, Jean-Baptiste, mais l'anti-impérialisme, c'était vraiment une boussole. Et l'internationalisme, c'était faire du monde plus qu'un cadre, hein, plus qu'un plasma, plus qu'un contexte. En fait, c'est en faire vraiment un principe, à la fois pour des raisons, en effet, universalistes, qui sont puisées à toute la conviction que, évidemment, les intérêts du prolétariat valent bien davantage que des intérêts patriotiques. Donc, évidemment, l'internationalisme comme boussole, mais c'est aussi une dimension très pragmatique parce que face au processus révolutionnaire, il y a des puissances organisées qui, elles, le sont aussi à l'échelle internationale. Donc, il y a une sorte de mélange là de principes éthiques, hein, d'une éthique révolutionnaire liée à la solidarité qu'on voit infiniment, notamment pendant la Commune de Paris, mais aussi voilà, une dimension stratégique en fait, dans cet internationalisme. Et dans les années 60 et 70 du XXe siècle, c'est évidemment absolument fondamental. Parce qu'on sent que le monde bascule dans une ère absolument nouvelle, où la révolution non seulement est possible, mais elle est là, à l'œuvre, aussi bien en Chine qu'à Cuba, avec tous les soulèvements incroyables de décolonisation et de guerre révolutionnaire, en fait, de décolonisation. Et donc, ça permet aussi d'inverser justement un rapport nord-sud, sud-nord, et de se tourner beaucoup plus centralement vers justement ces espérances révolutionnaires venues du sud. Donc à ce moment-là, l'internationalisme qui s'incarne par un anti-impérialisme est d'une grande puissance. Et c'est ce qui permet aussi de revitaliser des souvenirs révolutionnaires d'une grande importance. On en parlera peut-être tout à l'heure sur la question aussi de l'articulation entre race et révolution. Je pense évidemment à la révolution haïtienne. Il me semble qu'aujourd'hui, il s'agirait vraiment de renouer avec ces enjeux-là, de l'anti-impérialisme, en réfléchissant bien davantage qu'on ne le fait parce que c'est devenu une espèce de tabou, parce que c'est devenu une espèce de sujets repoussoirs, c'est-à-dire les interventions militaires occidentales, hein, qui désormais passent un peu comme des évidences, et donc revitaliser l'anti-impérialisme, se refamiliariser avec ces réalités-là. Et je parle évidemment du Nord global, parce que les questions ne se posent pas du tout de la même manière au Sud, mais ça me semble un enjeu politique absolument fondamental. Moi? C'est bon? Ça marche mon micro ou pas? Tout à fait, ça marche. Ouais. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Ludivine. Je vais donc remonter un peu avant. En fait, les révolutions du 19e, alors quand je dis 19e, moi j'ai décidé d'incorporer 1789 au 19e. Je ne veux pas dire 18e et 19e, on va considérer à la Hobsbawm que le 19e commence en 1789, voire avant 1770. Donc,
On va prendre un long 19e. En gros, les révolutions, de fait, déjà, elles sont, pour la très, très grande majorité d'entre elles, transnationales, c'est-à-dire qu'elles circulent au-delà des frontières. Et ça, c'est un phénomène que l'on retrouve lors de je ne vais pas dire la révolution atlantique parce que le concept me pose problème, mais lors de cette succession de révolutions qui s'échelonne en gros de la révolution américaine aux indépendances de l'Amérique du Sud. Donc, elle circule. On le voit aussi avec la révolution de 1830. 1830, ce n'est pas seulement à Paris. Hein. Il y a aussi des soulèvements en Pologne, dans des États germaniques, dans les États italiens. Donc, c'est aussi une révolution transnationale qui circule en Belgique, qui obtient son indépendance à ce moment-là. On a ça en 48, donc si vous l'avez vu, je n'ai pas besoin de détailler, mais 48 est fondamentalement une révolution européenne avec même des prolongements au Brésil. Hein. En 48, il y a un soulèvement dans une région du Brésil qui se réfère explicitement à 1848 et au 1848 français en l'occurrence. Et même la commune dont travaille de plus en plus sur les aspects transnationaux. Donc cette dimension, elle est présente. Mais cette dimension de circulation et donc de révolution transnationale, elle devient véritablement internationalisme à partir du moment où en fait les révolutionnaires organisent d'eux-mêmes cette circulation et qu'ils souhaitent que la révolution circule et s'exporte, qu'ils le souhaitent dans un esprit de fraternité, dans un esprit de libération des autres peuples, d'où toute la solidarité qui s'exprime tout au long du 19e siècle à l'égard des Polonais. Et c'est elle qui s'exprime le 15 mai 1848 et qui d'ailleurs, c'est la répression d'une manifestation en faveur de la Pologne qui marque le renversement de la dynamique de 48 qui était plutôt démocratique et sociale et qui va devenir de plus en plus conservatrice après l'écrasement de la manifestation contre la Pologne. C'est au lendemain de cette manifestation qu'on ferme la commission du Luxembourg, par exemple. Les deux sont liés. Et la première Haïté, elle naît à l'occasion d'un meeting international aussi pour les Polonais. Donc il y a cette idée qu'il faut aider les peuples frères. Et puis par ailleurs, les révolutionnaires ont très vite défendu, c'est net dans la Révolution française et on peut le retrouver après, l'idée selon laquelle plus il y aura de pays qui seront passés dans une phase révolutionnaire et donc auront renversé, pour le cas du 19e siècle, les monarchies autocratiques et traditionnelles, plus dans chacun des pays, la révolution sera protégée. Il y a cette idée dans le messianisme révolutionnaire, qui est surtout d'ailleurs portée par les Girondins plus que par les montagnards, mais cette idée qu'il faut faire une espèce de cordon protecteur révolutionnaire autour de la Révolution française, en fait, pour la protéger aussi. Donc on trouve cette dimension. Et elle est d'autant plus présente au 19e siècle qu'il faut voir au 19e siècle ceux qui sont porteurs d'idées révolutionnaires, qui peuvent être des libéraux. Il y a des libéraux révolutionnaires au 19e siècle. Après, ils vont renoncer à la révolution comme moyen d'action, mais au début du 19e siècle, les libéraux sont plutôt révolutionnaires. Que ce soit des nationalistes, mais au sens 19e siècle, c'est-à-dire en fait un nationalisme qui est plutôt progressiste et émancipateur et qui se dresse contre des monarchies qui écrasent la nation, qui est alors un élément qui n'a plus grand-chose à voir avec ce qui va devenir par la suite, mais ou qui soit donc des démocrates dans certains espaces, tous ces révolutionnaires, ils ne sont pas très nombreux, ils sont poursuivis, ils sont souvent menacés de prison, voire d'exécution. Et donc, ils passent leur temps à voyager, à passer d'un pays à l'autre, d'aller, quand les Italiens, même si l'Italie n'existe pas, mais les différents États italiens sont poursuivis par les monarques locaux, ils vont se réfugier, qui à Bruxelles, qui à Paris, qui à Londres. Donc, se créent un peu partout des milieux où se rassemblent ces révolutionnaires. Et forcément, ils se rassemblent, ils discutent, ils échangent textes, idées, et ça crée en fait un mouvement à la fois transnational et international qu'on retrouvera plus tard dans des formes internationalistes, mais qui prélude en fait à la création de l'international, ce qu'on appelle jeune Italie, jeune Europe, jeune Irlande, jeune Allemagne, qui sont des mouvements révolutionnaires, alors plutôt libéraux, qui s'orientent un peu vers des idées démocratiques et nationalistes, mais au sens nationalitaire du 19e siècle. C'est des milieux dans lesquels se retrouvent tous ces révolutionnaires. Et pareil, autour de Marx, Engels et d'autres. Donc ça renforce forcément ce côté. Et en fait, on a la sensation que donc
il y a des espèces de capitales refuges pour le 19e siècle, donc c'est Paris, Bruxelles et Londres essentiellement. Il y a l'équivalent de ces capitales refuges par ailleurs au XXe siècle. Mexico sera une capitale refuge pour un certain nombre de révolutionnaires au XXe. Et Alger aussi sera une capitale comme ça qui permettra aux gens de se ressembler. Et quand une révolution commence à éclater, eh bien, on les voit tous repartir dans leurs différents espaces pour porter la révolution et ça renforce le caractère nationaliste. En 1948, Marx repart dans ce qui deviendra l'Allemagne. Et donc, il y a ces mouvements. Les révolutionnaires sont très mobiles au XIXe siècle et participent de cette dimension. Et à l'inverse, quand on regarde les révolutions, lors de la Révolution française, il y a énormément de révolutionnaires étrangers à Paris. Les Bataves, qui se sont fait écraser après l'échec de la Révolution batave, les Belges, Brabançon, qui se sont fait écraser après la Révolution Brabançonne, il y a des Italiens, il y a des Allemands, ils se rassemblent à Paris, ils forment d'ailleurs des groupes avec même une légion batave, et ils essaient de faire pression pour que la Révolution soit ce que l'on dit à l'époque messianiste, et quelle est cette dimension. De même qu'il y a des Polonais à Paris en 1848, qu'il y a des Belges aussi, qui vont piteusement essayer d'imposer la République en Belgique, mais se faire avoir dans ce cadre-là. Et on sait aussi qu'il y a des révolutionnaires étrangers à Paris pendant la Commune. Donc, c'est vrai que de toute façon, les révolutions sont des moments de brassage et qui facilitent les circulations et les idées internationales. Si je peux juste ajouter 2 mots, je peux ? Parce que Mathilde posait évidemment le grand enjeu de la Pologne au XIXe siècle et ça m'a fait penser, puisque tu présentais cette affiche avec Daniel Cohn-Bendit, le Daniel Cohn-Bendit révolutionnaire anarchiste de l'époque, lorsqu'il a été traduit devant un conseil de discipline, puis devant un tribunal au début de mai 1968, quand on lui a demandé de décliner son identité, au lieu de dire son nom de famille, il a cité 2 militants révolutionnaires et dissidents polonais, Kuron et Modłelewski, en disant « Je suis Kuron et Modłelewski ». Et en fait, c'est symbolique justement de ce que Mathilde décrivait à l'instant, c'est-à-dire un internationalisme qui se couple avec vraiment une dimension transnationale, où les personnes circulent, où les expériences circulent, où on prend vraiment connaissance de ce qui se passe un peu partout et qu'on ne conçoit pas autrement la lutte révolutionnaire. Alors, c'est évidemment valable dans les années 68 parce que la lutte des révolutionnaires vietnamiens est tellement centrale et tellement la colonne vertébrale des soulèvements un peu partout, que la première grande manifestation de 1968, celle qui a lieu en février 1968, c'est une manifestation internationaliste et anti-impérialiste à Berlin-Ouest, mais qui regroupe justement des milliers de militantes et militants révolutionnaires, surtout des jeunes, qui n'ont Dieu que pour ce qui se passe au Vietnam, et sur la manière éventuellement dont, sans fétichiser, sans plaquer ni transposer de manière trop schématique, on peut éventuellement importer les espérances révolutionnaires et dès lors aussi ces stratégies en Europe. Et je vais juste rajouter un tout petit truc. Et non seulement ils circulent, mais en plus, ils vont s'aider les uns les autres. C'est-à-dire que l'image qu'on a des brigades internationales au moment de la guerre d'Espagne, et d'ailleurs c'est marrant parce que l'image de Rose Zenner que tu passais tout à l'heure, à ce moment-là, ce qu'elle explique aux ouvrières de la sellerie de Javel, c'est qu'elle rend compte d'une rencontre avec le ministère de l'Intérieur sur la question de la guerre d'Espagne. Donc en fait, c'est une photo qui illustre en fait l'implication des ouvrières de la sellerie de Javel dans la question de la guerre d'Espagne. Mais en fait, des volontaires internationaux, on en a au 19e siècle. Alors, l'exemple le plus connu, c'est les Philhellènes, qui sont allés aider les Grecs soulevés contre la Turquie et qui réclamaient une indépendance et une monarchie libérale qu'ils vont finir par obtenir. Mais on a d'autres phénomènes comme ça de volontaires internationaux qui vont combattre. Et on a des révolutionnaires
Par exemple, Garibaldi, il fait la révolution de 1830 en Italie, puis il va partir accompagner un certain nombre de phénomènes sinon révolutionnaire, du moins insurrectionnel en Amérique du Sud. Puis il revient en 1848 pour accompagner le Printemps des peuples. Puis il repart aux États-Unis et d'ailleurs joue un rôle dans des mouvements ouvriers à New York. Puis il retourne en Italie lors de ce qui n'est plus vraiment une révolution, mais le phénomène d'indépendance dans les années 60. On le retrouve au moment de la Commune. Donc, il y a vraiment des personnages comme ça qui sont qui volent d'une révolution à l'autre parce que c'est des révolutions profondes. Enfin, la révolution, c'est quelque chose qui circule et donc les savoir-faire circulent. Par exemple, la barricade qui apparaît à Paris, alors soyons en fait vraiment en 27, mais là où elle s'impose, c'est lors de la Révolution de 1830. Mais ensuite, en 1848, où elle est encore présente, la barricade s'exporte à la fois comme objet et symbole du processus révolutionnaire dans toutes les capitales d'Europe. Et on a par exemple à Prague des affiches. Et sur ces affiches était marqué « Faisons comme les Français » avec un mode d'emploi de la barricade, mais très détaillé. Prenez les chaises, prenez les barriques, empilez-les comme ça. Et donc, il y a des circulations de savoir-faire révolutionnaire. Et on retrouve ça par la suite. Enfin, par exemple, Guevara et Castro sont formés au Mexique par un ancien de la guerre d'Espagne. Donc, il y a ces circulations qui se mettent en place. Alors, Ludivine, tu évoquais justement la révolution haïtienne. On ne pouvait pas ne pas aborder, compte tenu de la situation aujourd'hui, de son urgence, qui ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, mais qui revient avec une très forte puissance sur le devant de la scène politique, sur la question de la race, justement. Qui se consolide plus qu'elle n'apparaît, et en tout cas se matérialise au cours des processus de mobilisation, des processus révolutionnaires. Alors ici, nous avons un certain nombre d'Africains-Américains, c'est tous les acteurs et les actrices du mouvement des droits civiques, et pas simplement, on a des très jeunes filles, des fillettes, un jeune garçon, un pasteur, un jeune homme, des femmes âgées, plus jeunes, et qui protestent pas simplement contre les lois Jim Crow, donc contre la ségrégation telle qu'elle est orchestrée à l'époque encore dans les États du Sud, mais une ségrégation invisible qui ne dit pas son nom, mais qui marque les vies au quotidien, ici à Brooklyn, à New York, dans le Nord, où donc c'est ceux qui sont peut-être les frères, les sœurs, les mères, les pères des futurs Panthères Noires ou des futurs Young Lords, justement, manifestent pour leurs droits et révèlent véritablement ce que Baldwin déjà disait, être noir et être conscient, en être conscient aux États-Unis, c'est être très en colère. Donc cette colère qui apparaît, mais qui est une colère justement, qui va en amalgamer d'autres, à partir de cette question justement de la race et de contestation d'un système qui est fondé sur des hiérarchies raciales et qui intrinsèquement justement exploite des catégories et opprime des catégories particulières de la population. Alors cette question à la fois de consolidation des consciences, mais également d'irruption de cette thématique-là dans les processus révolutionnaires, comment est-ce qu'elle apparaît donc, au cours du 19e, du long 19e dont tu parlais, Mathilde, à l'instant, tout à l'heure, et puis évidemment au cours du 20e, donc la photo en l'occurrence là est assez représentative d'un moment justement de ces différents instants de prise de conscience et de consolidation de la conscience, mais comment est-ce que ça se matérialise à d'autres échelles, hein. Comme vous voulez, Mathilde ou Ludivine. Je peux commencer sur le 19e et puis, enfin, je sais pas si ça te va, Ludivine. La question, elle se pose dès la Révolution française, puisque évidemment l'enjeu crucial et central est celui de l'abolition de l'esclavage, une abolition de l'esclavage qui est refusée
par la Révolution française, puisque l'on peut le 26 août dire les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et à peine 2 mois après un débat à l'Assemblée nationale constituante maintenir l'esclavage. Donc l'esclavage est maintenu, même s'il y a des groupes qui cherchent à faire pression pour obtenir une abolition de l'esclavage. La Société des Amis des Noirs, c'est le titre qu'elle avait, défend cette abolition, mais il ne pèse pas d'un grand poids par rapport à la puissance des lobbies des planteurs. Il faut savoir que à peu près 15% des députés à l'ANC avaient des fortunes dans les colonies, et des fortunes qui reposaient sur l'exploitation de la main-d'œuvre esclavisée. Donc l'esclavage est maintenu. Esclavage qui d'ailleurs avait aussi été maintenu à l'issue de la Révolution américaine, qui ne revient pas non plus sur l'abolition de l'esclavage. Donc les révolutions, ce que moi j'appelle les révolutions libérales de 1789 et des années 1770-80 aux États-Unis, n'abolissent pas l'esclavage. Cela étant dit, la question est posée. Il y a une autre question qui est posée au moment de la Révolution française, c'est pas seulement celle de l'abolition de l'esclavage, c'est aussi la question de la barrière de couleur à la citoyenneté. À partir du moment où l'on donne le droit de vote, même s'il est censitaire au début de la Révolution française, se pose la question de savoir si on va donner le droit de vote à ceux qui, dans les colonies, sont appelés des noirs, des libres de couleur, c'est-à-dire soit des affranchis, soit des enfants d'affranchis. Donc, il y a dans les colonies des personnes de couleur, mais qui ne sont pas en situation d'esclavage. Or, eux aussi vont être discriminés au début de la Révolution française, car dans un premier temps, même s'ils remplissent les conditions censitaires qui auraient dû leur permettre d'avoir le droit de vote, on leur refuse le droit de vote. Et les discours qui sont tenus à l'ANC pour justifier le refus de donner le droit de vote aux libres de couleur sont des discours qui sont très clairement racistes. Enfin, ça, c'est très net, avec l'idée qu'il ne serait pas envisageable pour les députés à ce moment-là qu'un libre de couleur puisse avoir les mêmes droits qu'un blanc dans les colonies. Alors, petit à petit, les choses, au moment de la Révolution française, sont posées différemment, mais sont essentiellement posées différemment parce qu'elles soulèvent dans les colonies les populations noires, qu'elles soient libres, qu'elles soient, il y a les marrons aussi. Alors les marrons, c'est les esclaves en fuite, là aussi c'est une terminologie d'époque, ou les esclaves. Et donc on a des révoltes d'esclaves, la plus connue étant la révolte de Saint-Domingue, qui est la révolte majeure des esclaves, mais on a aussi des soulèvements dans les autres îles à sucre, de l'empire colonial français. Et c'est sous la pression de ces révoltes que, dans un premier temps, l'Assemblée législative, elle est devenue législative entre-temps, est obligée d'abord de donner le droit de vote aux libres de couleur. C'est la première concession qui est faite, parce qu'ils espéraient en fait diviser pour mieux régner, c'est-à-dire s'arranger pour que les libres couleurs ne soutiennent plus les esclaves dans leur lutte, et que par voie de conséquence, ils espéraient que ça permettrait d'écraser les révoltes des esclavisés. Mais bon, ça ne va pas trop marcher. Mais d'abord, les libres de couleur reçoivent le droit de vote. Cela étant dit, quand on regarde les registres de vote dans les colonies après qu'ils obtiennent le droit de vote, autant les blancs, il y a écrit citoyen, le mot citoyen n'est pas écrit à côté dans les registres de vote des libres de couleur qui ont obtenu le droit de vote. Et puis l'étape suivante, c'est l'abolition de l'esclavage qui est arrachée d'abord sur place, à nouveau par les révoltes. Alors la révolte de Saint-Domingue, c'est très net, mais on a d'autres, les phénomènes, même en Guadeloupe, en Martinique, c'est plus compliqué. Et où là, on va déboucher. Désolé, il y a le chat qui a tendance à... Il aime bien passer devant la caméra. Où là, on va donc arriver d'abord par une abolition sur place par les représentants de la République, et ensuite une reconnaissance de cette abolition à la Convention. Sachant qu'elle est quand même limitée, puisque même si elle n'est pas assortie, comme ce sera le cas en 1848, d'une indemnisation des planteurs, en revanche, rien n'est fait pour aider la sortie du statut d'esclavage des esclavisés. Donc la question, elle est posée. Bon,
Napoléon la règle en rétablissant l'esclavage, et Napoléon aussi celui qui va, par exemple, interdire les mariages mixtes en France. On oublie souvent ça, mais dans le code civil, il y a aussi interdiction sur le territoire français du mariage entre un ou une blanche et un ou une non blanc. La question se repose ensuite dans les années 30 avec à nouveau des mouvements 1830-1840, des mouvements abolitionnistes qui s'organisent à la fois dans les colonies et en France. Et cela débouche sur l'abolition de 1848, qui, à nouveau, alors évidemment, on peut dire Schœlcher, mais c'est essentiellement parce que sur place, il y a des soulèvements, des tensions très fortes et un fort mouvement des peuples noirs dans les différentes colonies qui oblige d'ailleurs l'abolition est souvent décrétée avant même que le texte qui venait de France, le décret d'abolition de Schœlcher, avant même que le bateau n'arrive avec le décret, les gouverneurs sur place sont obligés parce qu'ils sont sous pression très forte de révolte, de soulèvement, et qu'en général, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, les dates que l'on reconnaît pour fêter l'abolition de l'esclavage ne sont pas les dates du décret de Schœlcher, mais les dates des abolitions arrachées sur place par les peuples soulevés sur place. Oui. Alors oui, c'est d'autant plus important de poser cette question et d'en discuter ensemble que ce qui se passe actuellement est quand même gigantesque et assez prodigieux et à l'échelle internationale. Ça nous permet en plus, on a beaucoup parlé du monde d'après, pendant le confinement, etc. Mais là, il a commencé au moins par cette voie d'une force incroyable. Là, ce qu'on a pu vivre, nous, là où on est, aussi bien lors de la marche des solidarités, où il y a une manière de reprendre la rue avec les camarades sans papier qui ont eu... C'est assez génial d'ailleurs que ce soit eux qui commençaient à reprendre la rue, ça, parce que c'est la première grosse manif en fait. Et c'était extraordinaire parce que face à une violence policière d'emblée, des tentatives d'empêcher toute forme de manifestation, prendre la rue avec cette détermination et passer, c'était extraordinaire. Et évidemment, tous les rassemblements considérables qui ont suivi ces derniers jours, c'est une manière de se réapproprier, malgré toutes les interdictions, l'espace même du soulèvement, et c'est fondamental. Alors oui, dans le prolongement de ce que disait Mathilde, je voulais revenir sur Haïti, parce que en fait, je trouve que c'est une révolution qui historiquement a été très négligée, en tout cas ici, alors que c'est une révolution qui est tellement puissante, parce qu'elle touche à l'anti-esclavagisme, elle touche à l'antiracisme, elle touche à l'anticolonialisme, et donc c'est un moment absolument extraordinaire où une nation noire surgit, se constitue comme telle, se forge comme telle, malgré toute l'adversité, malgré toute la violence déchaînée sur Haïti et sur les révolutionnaires haïtiens. Je rappelle par exemple le général Ferrand qui promettait la mort à tout Haïtien, toute Haïtienne qui sortirait de l'île, et la manière ensuite dont la France coloniale a fait payer à Haïti par les réparations à partir de 1825, justement l'audace, le défi incroyable d'avoir mené cette révolution. Mathilde, tu parlais de Victor Schœlcher, et là, forcément, je pense qu'il faut aussi évoquer ce qui s'est passé récemment et qui a fait beaucoup polémique. Et comme en toute chose, il me semble qu'il faut d'abord entendre ce que disent les protagonistes, c'est-à-dire celles et ceux qui, en l'occurrence, ont déboulonné les statuts de Schœlcher. Et il me semble que l'interprétation qui en a été donnée a suscité une espèce de confusion, de brouillage, c'est-à-dire mais au fond, alors ce que ça veut dire déboulonner les statuts de Schœlcher, parce que quand même, il a aboli l'esclavage. Alors comme tu l'as rappelé à l'instant, évidemment, c'est pas Victor Schœlcher qui a aboli tout seul avec ses grands bras musclés l'esclavage, mais ça procède de lutte, ça procède d'un courage révolutionnaire extraordinaire. Et si aujourd'hui, certaines et certains, dont des jeunes, décident de déboulonner cette statue, c'est non pas parce que Victor Schœlcher aurait contribué à promulguer le décret sur l'abolition de l'esclavage, mais parce que ce faisant,
il n'entendait pas pour autant suspendre la colonisation elle-même. Voilà, un phénomène qu'il validait. Et je ne parle même pas du... D'ailleurs, avec indemnité des planteurs. Les planteurs ont été indemnisés dans le décret d'abolition. Tout à fait. Donc, ce qui est visé là, en fait, c'est aussi la pérennité de la colonisation, du système de l'économie coloniale. Et donc, en fait, c'est quand même aussi fondamental qu'aujourd'hui, beaucoup, notamment de jeunes, mais il n'y a pas que, c'est pas une question générationnelle, mais veuillent arrêter de faire allégeance aux supposés grands blancs qui auraient accordé voilà, dans un grand geste d'universalisme humanitaire l'abolition de l'esclavage. C'est aussi pour se réapproprier une histoire et pour montrer d'abord et avant tout que cette histoire procède des luttes et non pas de décrets et non pas de lois. Autre chose qui me semble absolument fondamentale, et notamment pour repartir sur des processus là aussi révolutionnaires du XXe siècle, comme le montre la photo que vous avez choisie, c'est la question de l'auto-organisation dans les processus révolutionnaires. Quand même. Et alors, en fait, quand c'est loin dans le temps ou dans l'espace, c'est acceptable en général. C'est-à-dire quand les Black Panthers disent, en gros, maintenant il faut des armes, enfin, disent aussi, pour nous, il s'agit de s'auto-organiser comme Noirs parce que nos vies sont en permanence en danger, parce que nos vies sont en permanence menacées et que ce n'est plus possible et que cette violence-là, il faut pouvoir la retourner, il faut pouvoir se donner les moyens défensifs de repousser cette violence. En fait, quand c'est les Black Panthers, comme c'est il y a 50 ans, c'est acceptable. Mais quand aujourd'hui, justement, on voit ces forces d'auto-organisation se dessiner, alors surtout ici, voilà, c'est dans une certaine gauche radicale, voire davantage, ça pose davantage de problèmes. Et ça, il me semble qu'il faut en faire une question politique majeure. Elle est extrêmement clivante, mais elle repose justement sur des clivages qui sont rarement discutés comme tels. Et on parlait tout à l'heure des femmes révolutionnaires. Moi, je citerai là volontiers Angela Davis, parce que c'est vraiment l'incarnation de cette manière de mêler les combats révolutionnaires en les tenant ensemble fermement, en disant qu'aucune émancipation n'est possible si elle exclut d'autres émancipations. Les émancipations, évidemment, de classe, de race et de genre, de sexe, et aussi de sexualité dans une autre mesure. Merci. Alors, les transitions sont toutes trouvées, mais même si nous n'avons absolument pas préparé en amont, mais puisque voilà, on parlait d'Angela Davis, et il y a ce discours absolument mémorable où elle rappelle, lorsqu'un journaliste lui parle de la violence, notamment de la violence du mouvement des militantes et des militants africains-américains au cours des années 60, et elle rappelle justement ce qu'il s'est passé avant, et notamment en revenant sur cet attentat à la bombe contre une église fréquentée par la communauté africaine-américaine où meurent 3 fillettes justement à Birmingham, Alabama, sa ville natale. Et pour revenir justement sur cette question-là, cette question de la violence, non, si je repars du début, ça ne va pas le faire, c'est bien, voilà. Cette question de la violence, puisque certains ont fait profession, ont fait carrière, même y compris, dans le décompte macabre des chiffres du passé, donc notamment, je sais pas, on penserait à Stéphane Courtois, par exemple, sur donc, le livre noir du communisme, ou d'autres qui s'attellent à la défense de l'ordre établi ou de l'ordre social tel qu'il existe, et en général poussent des cris d'orfraie lorsqu'il s'agit, alors comme tu le disais, Ludivine, lorsque c'est très loin et que ça peut se vendre, y compris d'un point de vue médiatique, ça passe un peu plus, mais lorsque c'est plus proche de nous, dans l'histoire ou dans l'espace, là, pour le coup, ça pose davantage problème. C'est la question de la violence des révolutions. Donc voilà, la violence des révolutions, alors sans pour autant se référer au président Mao qui dit qu'une révolution, c'est loin d'être un dîner de gala, mais effectivement, une révolution, c'est indéniable, s'empare dans toute sa violence de l'ensemble de la société. Alors en témoigne la photo, je voulais prendre un cliché de Centelles, toujours, donc ce grand photographe catalan qui dresse le portrait d'une ville en armes et d'une ville révolutionnaire, des miliciens, des miliciennes à Barcelone en 1936 et en 1937, également en mai 1937.
mais j'ai voulu prendre une photo moins connue, qui témoigne de la façon, c'est assez glaçant, y compris de la façon dont sur le front de la guerre civile, en zone républicaine, les enfants ne jouent pas aux gendarmes et aux voleurs, en l'occurrence, mais aux miliciens révolutionnaires et aux bourgeois. Alors on peut imaginer que ceux qui ont perdu le jeu d'avant, effectivement, se retrouvent devant le peloton d'exécution, donc c'est les curés et les bourgeois, mais qui montrent en tout cas cette force, qui s'empare de la société et que la révolution va à son tour appliquer. Mais voilà, est-ce que la révolution, néanmoins, est-ce qu'elle est plus violente que l'histoire, ou de ce qu'on pourrait appeler l'histoire en temps normal, donc de cette histoire que certains s'attellent justement à décrire comme le long processus tranquille et habituel de l'ordre établi? Est-ce qu'elle est légitime, ou est-ce que tout simplement ce n'est pas, si ce n'est un juste retour des choses, en tout cas un moyen devant lequel on ne peut pas reculer pour faire avancer une cause, des idées, devant justement cet ordre établi qui s'accroche en général à ce qu'il est. Je ne sais pas là, comme vous voulez, Ludivine ou Mathilde, pour répondre. Je ne sais pas, tu veux, moi? Bon, je veux bien commencer pour alterner un peu comme tu le proposais tout à l'heure, Mathilde. Oui, tout ça me fait penser au fait que, comme l'a montré justement un historien qui a beaucoup réfléchi, Jean-Clément Martin, à cette question de la violence qui serait supposément ou pas intrinsèque au processus révolutionnaire. Lui, il a eu à cœur, comme l'ont fait d'autres historiennes et historiens, tout simplement de rappeler que cette association systématique entre révolution et notamment, par exemple, Révolution française et violence, on ne la fait pas du tout pour tant d'autres enjeux qui pourtant mériteraient d'être posés comme tels, c'est-à-dire religion et violence, empire et violence, colonialisme et violence, ou même république et violence. Donc ça, c'est une première chose. Évidemment, on sait pourquoi il y a cette association. Ça, oui, la révolution, c'est forcément la violence, alors que quand on pense, encore une fois, à d'autres phénomènes macro, structurels, etc., on ne fait pas cette association. Et donc, c'est l'occasion de rappeler, alors là, par exemple, je suivrai Guillaume Mazot à propos de la Révolution française, où il dit, mais une terreur d'État, mais la terreur d'État, elle existait avant 93, la terreur d'État, elle était structurelle. Et c'est ce que disait Babeuf en rappelant mais la violence immense de cet ancien régime. L'ancien régime de l'écartèlement, des gibets, des potences, des bagnes, où, enfin, pour un oui ou pour un non, pour le vol d'un mouchoir, on pouvait se retrouver pendu, on pouvait se retrouver aux galères. Pour ne pas avoir retiré son couvre-chef au passage d'une procession, c'est le cas du chevalier de la Barre en 1766, langue arrachée, corps écartelé, brûlé, etc. Enfin, bon. Donc, voilà, il y a déjà aussi une réflexion à avoir tout simplement sur la violence structurelle face à laquelle il s'agit aussi de répondre. Moi, je ne pense pas que les révolutions soient intrinsèquement violentes. Ce qui l'est, c'est le rapport de force, le rapport social considérable d'acuité et de conflictualité qu'elles suscitent, mais elles sont d'abord un révélateur, me semble-t-il, des violences qui suscitent en retour les révolutions. Et ça, évidemment, c'est valable pour aujourd'hui, parce que bon, si on prend le soulèvement des Gilets jaunes, je ne suis pas en train de dire que c'est un mouvement révolutionnaire, mais en tout cas, c'est un soulèvement à tendance insurrectionnelle. Et évidemment, les médias mainstream ont tout intérêt à insister sur la supposée violence des Gilets jaunes, comme ils ont intérêt à mettre en avant une supposée violence en marge des rassemblements actuels. Mais c'est une manière tellement hypocrite d'occulter la violence la plus profonde, la violence sociale, la violence économique. Enfin, qu'est-ce que c'est que des vitrines brisées par rapport à des vies brisées par... vous avez relayé aujourd'hui à Révolution Permanente le suicide d'un éboueur licencié parce qu'il avait pris une bière pendant son service offerte par un riverain qui voulait remercier les éboueurs en question d'avoir été là pendant le confinement. Bon, voilà, ça c'est la violence, ce n'est pas des vitrines brisées.
pour ce qui concerne la violence révolutionnaire, bon, Sophie Vanish en a parlé pour la Révolution française. L'idée, c'était de tenter de trouver des moyens communs, publics, etc., de canaliser une violence populaire qui était une réaction, encore une fois, à cette violence structurelle. Donc, voilà, enfin, je pense que c'est un processus sans doute inévitable, hein, que la violence, mais en tout cas, il s'agit aussi de la détacher de la seule révolution et en se rappelant tout simplement, oui, tu parlais d'une comptabilité macabre, mais par exemple, quand on associe la révolution russe à la violence, on se souvient mal, en fait, du nombre de morts, 1,5 million de morts en Russie à la date de 1917 du fait de la guerre. Bon. Et aujourd'hui, au total, on sait, 18 millions de morts civils et militaires. Et aujourd'hui, en fait, Première Guerre mondiale, est-ce que c'est vraiment associé à la violence dans les imaginaires et la socialisation qui est faite de la guerre? Je ne pense pas, en fait, paradoxalement. Enfin, c'est un paradoxe immense. Et quand on parle aujourd'hui de Première Guerre mondiale, c'est la patrie. Si vous allez à l'Arc de Triomphe, hein, je ne vous le souhaite pas forcément, à 18h30 tous les jours, il y a une cérémonie militaire, le ravivage de la flamme. Et c'est très spectaculaire parce qu'il y a des représentants des anciens combattants, de l'armée française, qui associent systématiquement en binôme des jeunes, voilà, des lycéennes, des lycéens, des jeunes de tous âges, etc., pour au nom de la patrie française, quoi, pour rendre hommage aux guerres du passé. Je ne parle même pas des victimes des guerres du passé, évidemment, mais pour souligner que c'était au nom de la défense de la patrie, au nom de la défense de la France. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, guerre d'Indochine, guerre d'Algérie, tout ça est mis vraiment sur le même plan. Et quand on assiste à ces cérémonies autour de la tombe du soldat inconnu, de ce jeune gars qui vraiment n'avait rien demandé et qui se retrouve victime de cette barbarie, moi je me dis souvent, en fait, ce sont ces mêmes-là, ceux qui prétendent rendre hommage au soldat inconnu, qui tueront ou feront tuer son équivalent de 20 ans dans quelques années au nom de la défense de la patrie supposément menacée. Mathilde? Ouais. Alors, il y a plein de trucs que Ludivine a déjà dit. De toute façon, l'association de la violence à la révolution est d'abord et avant tout une construction d'un discours anti-révolutionnaire. Si on associe aussi systématiquement les deux, c'est parce que cette association, elle est faite par ceux qui condamnent la révolution. Après, quand on creuse, on se rend compte en plus qu'on va associer la violence à certaines périodes révolutionnaires. En général, ça c'est évidemment la lecture libérale de l'histoire de la Révolution française, donc Furet, tout ça, enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais on a l'impression qu'au début, la Révolution française n'est pas très violente, ou alors si, le 14 juillet, mais c'est le peuple, là il y a un petit moment, mais, et sinon c'est une révolution non violente, et la violence n'arriverait qu'avec avec l'irruption du peuple en politique que détestent tant Furet et les historiens libéraux et l'arrivée de la République montagnarde. Donc en fait, c'est construit. Et effectivement, tout ça a aussi pour effet de refuser de voir toutes les autres violences. Donc, par exemple, on dit que la montagne, la République montagnarde est violente, mais ne pas abolir l'esclavage en 1789, hein, c'est aussi une énorme violence. Le massacre du 14 juillet 1791 au Champ de Mars, hein, où les troupes tirent sur le peuple qui est au Champ de Mars, c'est aussi une répression. Donc, en fait, la violence, en plus, on se rend compte qu'ils la mettent différemment dans les révolutions. Donc, il faut faire très attention parce que c'est une construction. C'est une construction qui juste comme le disait Ludivine, là je redis un peu ce que tu dis, mais
elle se refuse à voir les autres violences, elle se refuse à voir les violences réelles, donc la langue du chevalier de la Barre, l'écartèlement de Damien pour la Révolution française, mais aussi la répression des canuts, enfin toutes ces répressions. Elle se refuse évidemment à voir ces violences que l'on ne compte pas en litres de sang et en balles, mais cette violence sociale qui est permanente. Enfin, c'est Masaryk qui, pour essayer, parce qu'on pose souvent cette question aux gens qui travaillent sur la Révolution française, et qui disait, quand on fait le compte des nombres de morts de l'Angleterre, qui est toujours présentée, alors l'Angleterre c'est super, il n'y a que de la réforme, il n'y a pas de révolution, ils sont merveilleux ces Anglais au 19e siècle. Ça ne les a pas empêchés d'être les premiers à couper la tête de leur roi. Hein. Ça aussi, on n'est pas les premiers à l'avoir fait. Hein. Il y a un Stuart qui est mort sous le billot avant qu'on mette Louis XVI sur une guillotine. Mais donc cette image positive d'une Angleterre qui réglerait tout par la réforme. Mais combien de morts en Irlande, enfin, que ce soit par la faim, où ils ont laissé crever de faim les Irlandais à la fin des années 40, ou les répressions des Irlandais, combien d'ouvriers sont morts du fait de la politique libérale et du capitalisme en Angleterre. Donc, si on commence à compter les victimes, c'est sûr qu'on n'en sort pas. En fait, la révolution, elle est nécessaire. La révolution, elle s'affronte à un ordre en place. Cet ordre en place, il va résister. Et comme en plus, avant qu'il soit renversé, il a les moyens de résister, la révolution est violente. Résultat, quand cet ordre s'effondre sans résister, il n'y a pas, du moins dans le moment, ça fera une transition pour la prochaine, mais dans le moment de la prise du palais d'hiver, on va dire, le moment où la révolution est le moment où elle fait tomber le pouvoir en place, quand ce pouvoir en place est tellement déliquescent qu'il ne résiste pas, il n'y a pas de violence. De fait, la prise du palais d'hiver, il n'y a pas eu beaucoup de morts le jour de la prise du palais d'hiver, parce qu'en fait, ils avaient tous quitté le palais. Lors de la révolution portugaise, la révolution des œillets, bon, l'avantage, c'est que les révolutionnaires avaient des chars et des canons, donc ça aide dans le rapport de force, mais il n'y a pas de violence. Il y a 2 policiers de l'ancienne police de Salazar qui parce qu'ils essaient de riposter, sont tués, mais il y a très peu de violence. On dit même que les chars couverts d'œillets s'arrêtaient au feu rouge dans la révolution d'avril 1974. Donc, la révolution, elle est violente quand on résiste. Et par la suite, après, c'est pareil. Souvent, les moments de violence sont des moments de résistance. La violence de la période montagnard, elle s'explique aussi dans un contexte de guerre civile, de soulèvement de plusieurs départements que l'on va mettre de façon fausse, mais sous le terme de Vendée, parce que la Vendée, c'est pas que la Vendée qui soulève, c'est compliqué, puis à l'intérieur, mais c'est dans ce contexte, c'est parce qu'il y a une résistance et donc en fait on est dans une situation de guerre civile, et pas, c'est une violence de guerre civile qui d'ailleurs est des 2 côtés. Quant à la commune, ce qui est violent dans la commune, c'est la répression de la commune, c'est la semaine sanglante. Alors oui, on pourra nous ressortir les otages, mais pour les 150 et quelques, je n'ai pas le chiffre en tête, mais otages fusillés lors des derniers jours de la semaine sanglante, avec bien dedans l'archevêque, certes, mais à côté on ne sait pas trop exactement le nombre de morts. Les dernières estimations des historiens, c'est plutôt autour de 7 000, 8 000, alors qu'on a longtemps dit plutôt 10, 15. Mais il semblerait que ce soit un peu revu à la baisse par les travaux les plus récents. Mais même ça, on imagine 7 à 8 000 morts en quelques jours, parce qu'au bout du compte, ça commence essentiellement à partir du 3e jour de la semaine sanglante. Là, on a des niveaux de répression. Sur la terreur, on parle toujours de la terreur révolutionnaire. Bon, heureusement, Jean-Clément Martin a bien démonté tout ça. Mais la terreur blanche qui se met en place d'abord au moment du Directoire et puis qui recommence avec le retour des Bourbons sur le trône de France, donc en 14-15, la terreur blanche fait, on pense, autour de 30 000 morts. Donc en fait, c'est un regard qui est aveugle à tout un tas de violences pour ne pointer que les violences dans un cas particulier, les moments où les révolutions sont sociales, et pour ne surtout pas,
masquer, pour ne pas parler, pour masquer finalement, on masque le maximum derrière la guillotine, le maximum étant la politique de la révolution montagnarde qui va fixer un prix maximum à tous les prix de première nécessité. La plupart des gens, vous leur demandez une mesure importante de 1793 ou 94, la terreur, ils connaissent, le gouvernement, enfin le tribunal révolutionnaire, ils connaissent, la guillotine, ils peuvent citer, mais alors l'instruction, le droit à l'instruction, ils ne le connaissent pas, les droits sociaux dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 93 ne sont pas connus, le maximum est une mesure qui n'est pas connue. Donc ça sert aussi d'écran, la question de… Après, oui, ben voilà, dans des situations, la résistance des ordres sociaux, la résistance des élites, la résistance, elle oblige la révolution à recourir à la violence. Pensée émue pour l'archevêque, effectivement, sur lequel tu as parlé. Et ils n'ont pas de chance, les archevêques, parce qu'il y en a un qui crève en juin 48, mais lui, il s'était interposé en fait entre les insurgés de juin 48 et les forces de l'ordre pour essayer d'empêcher les forces de l'ordre de réprimer l'insurrection de juin 48, et puis il se prend une balle, il crève, et le suivant, il meurt au moment de la Commune. Il vaut mieux pas être archevêque pendant une révolution. Alors, il vaut mieux pas être archevêque, mais est-ce que pour autant faut-il être force de l'ordre ou de l'ancien ordre? C'était la question, la thématique suivante que je voulais aborder. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire en quelques mots, si vous voulez, pour qu'on puisse finir. Il y a encore deux autres questions, mais voilà, depuis que Netflix diffuse Jacques Demy, je me suis dit qu'on ne pouvait pas ne pas citer les ouvriers, en l'occurrence, ça c'est des ouvriers des chantiers navals, mais il y a des fleurs femmes qui sont à côté dans une rue adjacente de Saint-Nazaire en 56, donc c'est le film Une chambre en ville, juste avant une empoignade mémorable justement entre donc, ces grévistes qui sont là, qui ne veulent pas reculer, qui veulent défendre leurs revendications, et devant une police qu'ils qualifient de police-milice, d'ailleurs c'est pas CRS-SS, c'est police-milice, et qui va donner lieu donc à un affrontement particulièrement violent, même s'il est mis en scène évidemment d'un point de vue cinématographique par Denis ici. Mais alors, qu'en est-il justement de ces forces de l'ordre qui s'interposent, qui sont là pour défendre l'ordre établi, puisque quand on parle de mobilisation, transformation, et cette transformation de l'ordre social, bien entendu, il y a des hommes, en l'occurrence très généralement, en armes, qui sont là pour le défendre, cet ordre. Qu'en est-il des Cosaques, pour le dire à la russe? Voilà. Est-ce que les Cosaques, à partir de quand vont-ils tourner Kazakh? Est-ce qu'il faut qu'ils tournent Kazakh? Est-ce qu'il faut qu'ils se joignent aux manifestants? Est-ce qu'il est possible de les compter parmi des possibles alliés? Ou est-ce que fondamentalement, comme le disent les manifestations aujourd'hui aux États-Unis, dans le meilleur des cas, il faut abolir la police, ou sinon, en tout cas, la liquider, comme dirait Malcolm X, par tous les moyens nécessaires? Donc, voilà, cette question des forces de l'ancien ordre. Que faut-il en faire dans une révolution ou dans un processus, en tout cas? Qu'en font les révolutionnaires au cours de l'histoire? Je commence après toi, comme ça on réinverse l'ordre. Souvent, les révolutions, elles commencent dans des processus révolutionnaires, et ce qui d'ailleurs les favorise, il y a des phénomènes de fraternisation. Le 14 juillet 1789, la garde française fraternise avec les insurgés, leur amène un canon et aide à la prise de la Bastille. Le 18 mars, il y a des scènes de fraternisation. Le 23 février et 24 février 1848, la garde nationale fraternise aussi. Alors, c'est même plus compliqué qu'une fraternisation parce qu'elle était partie prenante pour certains de ces compagnies dans le soulèvement de février 48. Mais donc, ces phénomènes de fraternisation se retrouvent en général dans le processus des journées révolutionnaires. Parce que la difficulté de la révolution, c'est que c'est à la fois ces journées insurrectionnelles et puis après, c'est les processus qui suivent, et c'est quand même deux temps assez différents et qu'on ne peut pas étudier de la même façon. Donc, dans le temps, on va dire court, dans le moment renversement de la révolution, il peut y avoir que des segments des forces de l'ordre fraternisent.
Et en général, ça aide, hein, parce que quand il n'y en a vraiment pas, c'est quand même un peu difficile. La fraternisation pouvant être de filer un coup de main ou de refuser de riposter. Et la garde nationale en 1848, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle se refuse à écraser. Et ce faisant, elle désarme pour partie le pouvoir. Pour autant, ça n'empêche pas que par la suite, on ne fasse pas confiance aux forces de l'ordre du passé. Et les révolutions, quelles qu'elles soient, en tout cas au XIXe siècle, hein, ont toujours commencé par dissoudre immédiatement les forces de l'ordre du passé. La garde française, elle a beau avoir eu fraternisé le 14 juillet 1789 sur la place de la Bastille, ensuite c'est dissous. Les forces de l'ordre qui vont s'opposer aux révolutionnaires de 1830, à savoir la garde royale et une partie de la police, pareil, donc la garde royale, elle est complètement dissoute, et sinon, il y a une épuration et une refonte totale. Et même chose en 1848, et lors de la Commune, là elles sont parties, elles sont absentes. Mais donc, les deux processus ne sont pas finalement, c'est-à-dire que le processus de fraternisation peut être je dirais un adjuvant plutôt qu'un allié, c'est-à-dire que ça a un adjuvant même au sens littéraire, c'est-à-dire que ça permet à l'action de progresser d'une certaine façon. Mais ensuite, non seulement il faut, les révolutions suppriment ces forces de l'ordre parce que c'est des structures qui sont c'est difficile. On ne peut pas faire confiance à quelque chose qui est ancré à ce point et attaché à l'ordre qui vient d'être renforcé. Et au 19e siècle, la particularité, c'est qu'en plus, on invente et on essaie de construire des forces de l'ordre qui soient révolutionnaires. Et c'est la création de la garde nationale, hein, qui est une création la veille et puis renforcée au lendemain du 14 juillet, qui est à nouveau recréée dans un sens, on a essayé démocratique, ça n'a pas trop marché, mais au lendemain de 1830, qui est à nouveau démocratisé au lendemain de 1848, qui est centrale dans le processus de la Commune de Paris avec les fédérés, et qui sera d'ailleurs dissoute ensuite définitivement par tiers au lendemain de la Commune de Paris. Donc il y a cette spécificité en plus du 19e siècle d'inventer cette force de l'ordre très particulière qu'est la garde nationale, qui est une force de l'ordre, mais qui est possiblement, si on se place du point de vue du pouvoir, une force de désordre, et dont l'histoire finalement montre que l'on a trouvé des gardes nationaux dans toute son histoire des deux côtés de la barricade. Ludivine. Oui. Non, mais Mathilde a dit l'essentiel, hein, c'est un enjeu absolument fondamental, hein, la fraternisation, d'une part, et d'autre part, la question révolutionnaire, finalement, on ne se pose pas énormément, et je trouve que la situation actuelle, tu le mentionnais, Jean-Baptiste, le fait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on évoque cette question du démantèlement des forces de l'ordre, comme on avait pu le faire, justement, par exemple, sous la Commune. C'est fondamental, et se réapproprier ces questions va être absolument crucial. D'autant qu'il y a une évolution. Alors, c'est vrai que la question majeure, c'est quel ordre protège les forces de l'ordre, et peut-être faut-il adresser cette question systématiquement dès qu'on le peut aux forces de l'ordre. Moi, il y a quelques années, je me disais, ça sert vraiment à rien de les interpeller, et là, je me dis aussi désormais qu'il y a une nécessité absolue de tenter, je ne sais pas si c'est naïf ou utopique, mais de tenter de contribuer à un clivage en leur sein. Parce que ce qui se passe est tellement grave, tellement puissamment grave, quand on entend ce petit groupe-là du commissariat rouennais qui parle très clairement de guerre civile, hein, qui se revendique très clairement d'un nationalisme racialiste, qui parle très clairement de mettre une balle dans la tête à toutes celles et tous ceux qui soit ont une couleur différente du blanc, soit sont de gauche. Voilà, t'es de gauche, t'es un fils de pute, une balle dans la tête. Voilà, la question du rapport de force va se poser de manière absolument décisive. Et c'est une vraie question de savoir s'il y a encore cette possibilité qu'une partie des forces de l'ordre fraternise. En fait, pendant le soulèvement des Gilets jaunes, en dépit même, et justement peut-être aussi en raison du déploiement de violences policières et donc de
violence d'État en fait, qui s'est abattue sur ce mouvement. On a pu à un moment imaginer de possibles fraternisations. Bon. Et bon, c'est ce qu'on voit ponctuellement aux États-Unis, même si c'est aussi contrebalancé par une violence répressive. Mais précisément, cette tension-là, cette conflictualité majeure, il faut, si j'ose dire, la prendre à bras-le-corps et penser ces deux aspects, c'est-à-dire voilà, la tentative possible ça suppose aussi une espèce de révolution que je dirais anthropologique, c'est-à-dire qui a une longue accumulation patiente d'expériences de lutte, etc., de métamorphose aussi des imaginaires et dès lors aussi de la prise de conscience dans une partie des forces de l'ordre, parce que bon, il y a une partie des forces de l'ordre qui s'engagent en pensant vraiment défendre la République, voilà, défendre l'état de droit, la démocratie, etc. Donc on peut quand même encore espérer qu'il y ait des retournements possibles avec cette prise de conscience, encore une fois, que l'ordre que défend les forces de l'ordre est un ordre foncièrement inégalitaire, injuste et violent, mais aussi penser parallèlement, contribuer à se familiariser avec la perspective d'une toute autre organisation et auto-organisation, autodéfense en fait, des populations, donc par elles-mêmes, comme la question est en train d'être soulevée avec une vigueur incroyable dans certaines villes des États-Unis, comme à Seattle, par exemple. Alors, tu finissais sur l'auto-organisation, les camarades me signalaient qu'on était il y a 80 sur le Zoom actuellement et un peu plus, une centaine sur le live Facebook depuis tout à l'heure. Donc, c'est voilà, en tout cas une table ronde qui est vraiment suivie. Une avant-dernière question sur les éléments d'auto-organisation, justement, cet impératif d'abord que lance Eugène Pottier quelques jours à peine après la semaine sanglante. Les ruines sont encore fumantes de la capitale, et il écrit ce texte qui deviendra l'hymne international des travailleurs avec cet horizon fabuleux. Nous ne sommes rien, soyons tout. Et donc là, on voit quelques cimentiers de la Butte Rouge, de Châtenay-Malabry, qui sont ensemble, en grève, le 15 juin 36 encore. Et comment se pose dans les histoires, en tout cas dans les séquences révolutionnaires et dans la façon dont on raconte les révolutions, cette question d'auto-organisation, c'est-à-dire d'auto-représentation de celles et ceux qui luttent, de celles et ceux qui combattent, des premières intéressés par la transformation, qui ne sauraient aller derrière un César et un Tribun, dit là encore l'International, et qui, par moment, réussissent justement à se constituer en tant que sujet politique pleinement, que ce soit dans des conseils, dans des shouras, dans des soviets, concili, voilà, l'ensemble des langues humaines, je crois, pourrait donner une définition, une déclinaison dans l'histoire passée de ces phénomènes. Comment ils se jouent et dans quelle mesure ils sont absolument nécessaires à une réelle possibilité d'émancipation. C'est-à-dire que sans auto-organisation, il ne peut pas y avoir d'émancipation possible du processus. Comment est-ce que ça se joue et quelles sont les forces qui à ce moment-là, justement, peuvent agir en contradiction avec ces phénomènes, y compris venant du mouvement ouvrier ou du mouvement populaire, c'est-à-dire la façon dont ces tendances peuvent être contrées, bridées, canalisées, corsetées contre justement cette éruption spontanée qui se constitue parfois en véritable phénomène d'auto-organisation à très large échelle et pas simplement dans un comité de grève ou ponctuellement dans une lutte. Le divine peut-être, et on passera aux sans-culottes. Oui, alors les sans-culottes, justement, on peut commencer par là. C'est vrai que la première auto-organisation, c'est de se réapproprier la légitimité à s'emparer de la chose politique, à faire mouvement historique. Bon, c'est la notion théorisée par l'historien de la Révolution française, lui-même historien italien, Haïm Burstein, la notion de protagonisme, qui est de plus en plus importante dans l'historiographie des révolutions, et au-delà, en fait, des mouvements sociaux, des mouvements populaires, des soulèvements, etc. Le protagonisme, c'est quand quiconque, vous et moi, individus qui n'ont pas forcément vocation justement à faire histoire, à rentrer dans l'histoire et à s'engager justement dans ce processus, le font. Voilà. Quand quiconque le fait,
alors avec des phénomènes d'émulation, de solidarité, de sororité, de fraternité, voilà, bon, et plein de contradictions aussi, bien sûr, et avec des mouvements, comme l'a bien montré Bernstein à propos de la Révolution française, où il y a des espèces de turnover, hein, ou alors il y a ce magnifique livre d'Éric Vuillard, hein, qui s'appelle 14 juillet, où il a le souci de nommer... Aussi, j'adore. On adore. De nommer les protagonistes, hein, de les retrouver dans les archives, de donner un nom alors à ceux qu'on habituellement on appelle des anonymes, et on les appelle évidemment à tort des anonymes, puisque chacune et chacun a un nom. Là, il s'agit de restituer ces noms, et il montre très bien que voilà, il y a un geste révolutionnaire, il y a une action, il y a celui qui va abattre le pont-levis de la Bastille, et puis il s'effondre d'épuisement, heureux, et puis en même temps la foule rentre dans la Bastille, et lui, son rôle historique s'arrête là en quelque sorte. En tout cas, il est perdu dans les archives de l'histoire. Et donc ce protagonisme, c'est ça d'abord, l'auto-organisation. C'est en fait cette capacité à se sentir légitime à agir, à se sentir légitime à s'approprier la chose politique au sens fort du terme, au sens du bien commun. Ce que dit un peu Rancière quand il explique que bon, finalement, c'est aussi l'idée que ceux qui sont chassés par la porte du politique rentrent par la fenêtre, y entrent par effraction. Et voilà, tous les mouvements révolutionnaires sont des effractions, justement, dans la légitimité de l'ordre établi et de la distribution, justement, de la légitimité. Voilà, le processus révolutionnaire, c'est par définition quasiment une irruption de ceux qui jusqu'alors n'étaient pas légitimes à être présentes et présents sur le terrain du politique. Bon. Partant de là, c'est vrai que cette question de l'autodétermination, elle est majeure dans les processus d'émancipation. Et il ne faut rien en perdre. Je me souviens que pendant le mouvement Nuit debout, voilà, enfin, ou après, il y avait beaucoup de commentaires qui disaient mais alors, il n'y a pas eu justement un leader qui est sorti de Nuit debout, et ça pose un problème. Et donc, c'est comment arrêter avec ça, quoi. Arrêter avec cette idée du leader, oui, en effet, de l'homme providentiel ou du César ou du tribun. C'est comment se familiariser à quelque chose de beaucoup plus collectif. Bon. Et puis après, ça pose la question de l'auto-organisation partout où on est. Pendant le confinement, on a vu apparaître des brigades de solidarité populaire, une auto-organisation à la fois pratique et aussi pensée théoriquement sur le plan politique. Et ça, je crois que c'est vraiment majeur, parce que ça pose la question, si nécessaire dans les processus révolutionnaires, du double pouvoir, c'est-à-dire s'auto-organiser partout où on est, sur les lieux de travail, dans les quartiers comme le faisaient les sans-culottes, justement, sur les places des villages, dans les palais confisqués, dans les chapelles, dans les églises, sur les halles de marché, etc. C'est se réapproprier aussi les lieux, se réapproprier les lieux de travail par l'auto-organisation, par ce que tu disais évidemment sur les comités de grève. Et après, c'est la question de se fédérer. Bon, c'est la question de fédérer toutes ces formes auto-organisées pour constituer finalement une sorte de contre-pouvoir qui peut créer une situation révolutionnaire, en ce sens que la situation révolutionnaire, à un moment, c'est une situation de double pouvoir, et où tout se joue dans ce rapport de force. Donc, oui, c'est une question absolument fondamentale, et qui, un peu comme on pouvait le dire tout à l'heure de l'anti-impérialisme, c'est un peu perdu, me semble-t-il, dans les organisations qui se réclament pourtant de la révolution. C'est une question qui n'est plus posée de manière centrale, alors que pourtant, elle est cruciale à tous égards. Elle est cruciale du point de vue de la valeur émancipatrice que ça porte, et aussi du point de vue de la stratégie même. Alors, pour pas redire ce qu'a très justement dit, tout ce qu'a dit Ludivine, peut-être juste rappeler que si Pottier écrit dans l'International à la fin de la Commune, hein, il écrit vraiment au moment de la Semaine sanglante, qui est de fait une reconnaissance de l'auto-organisation, enfin, ce qu'on dit à l'époque, c'est l'association, c'est parce qu'il écrit après un demi-siècle, c'est sûr, un siècle même, où l'auto-organisation, l'association, ça a été la revendication, l'expérimentation, l'objectif
le mode d'action du mouvement ouvrier pour le demi-siècle, voire du mouvement populaire si on remonte jusqu'à la Révolution française. Et de fait, cette auto-organisation, elle est très présente. Et ce n'est pas seulement l'auto-organisation dans la lutte, c'est l'auto-organisation pour tout, c'est-à-dire qu'il faut penser à tout le mouvement des coopératives ouvrières. Les ouvriers à Paris, à partir de la monarchie de Juillet et plus encore sous le Second Empire, ils créent des coopératives. L'un des exemples, c'est la Bellevilloise, mais il y en avait plein d'autres, il y en avait dans tous les quartiers, qui sont des coopératives d'achat de matières de première nécessité et de revente à bas coût, qui sont, il y a aussi des cours, il y a une énorme auto-organisation pour l'éducation populaire, une auto-organisation pour les bibliothèques, la bibliothèque des Amis de l'Instruction, qui est créée par un certain nombre par trois ouvriers plus un prof dans les années 60 qui permet de prêter des livres aux ouvriers, parce que maintenant ça nous paraît logique d'avoir des livres et de pouvoir de se faire prêter des livres, mais sous le Second Empire, les livres étaient très chers et les bibliothèques ne prêtaient pas. Donc en fait, les ouvriers avaient énormément de mal à avoir accès à des livres, et même à des livres qui leur permettaient pour leur enseignement professionnel. Et donc la Société des Amis de l'Instruction, elle servait à mettre en place et à offrir des livres pour des ouvriers, des cours, les cours de l'école, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais il y a plusieurs écoles au moment de 48 qui fournissent des cours d'enseignement professionnel et d'enseignement général. Les femmes aussi se sont beaucoup pour cela auto-organisées en essayant de créer des écoles, justement parce qu'il y avait un défaut d'instruction des femmes. Donc, il y a énormément de dynamiques d'auto-organisation et d'association dans le monde ouvrier tout au long du 19e siècle qui se renforcent et qui d'ailleurs inquiètent le pouvoir, parce que dès la Révolution française, une des mesures qui est prise assez rapidement, la loi Le Chapelier interdit l'association ouvrière. Et cette loi Le Chapelier, elle va être là, pesé bas et gris comme un couvercle sur tout le 19e siècle, empêchant l'association ouvrière. Alors, les mutuelles vont être permises parce que comme l'État se refuse absolument à la moindre politique sociale, le mutualisme permet en fait de se dispenser d'aider financièrement, enfin d'avoir une politique d'aide financière des retraites, des accidents, etc. Donc les mutuelles existent, mais par exemple, la société, justement, à nouveau des Amis de l'Instruction, sera menacée de dissolution en application de la loi Le Chapelier. Donc ça fait peur au pouvoir, cette association, mais c'est la grande revendication ouvrière du 19e siècle. C'est absolument central. Si 48 est important et si le décret de Louis Blanc, dont on a dû vous parler, du 25 février 48 est important, c'est pas seulement parce que le décret de Louis Blanc autorise le droit au travail, ce que l'on retient en général de ce décret, c'est parce que le décret porte à la fin la possibilité pour les ouvriers de s'associer entre eux et aussi de s'associer pour produire et donc partager entre eux les bénéfices de leur travail. Et donc, c'est la mise à, c'est l'écrasement du système, de la concentration capitaliste. Et ça c'est absolument central. Mais comme le dit Ludivine, mais je vais aller vite parce que je vois l'heure qui tourne, la vraie question ensuite, c'est la fédération. Et elle est posée au 19e siècle. Donc en 1848, derrière essentiellement Jeanne de Rouen, mais évidemment, pauvre femme comme toutes les autres, on a oublié le rôle essentiel qu'elle a joué là-dedans. Elle essaie de créer une union fraternelle des sociétés et des associations, et elle commençait à se mettre en place. On est en 1849, 1850, une tentative de fédération de toutes ces expérimentations de coopératives qui pouvaient être des coopératives de production, de consommation, de cours, d'émancipation, d'éducation populaire, et les statuts de cette union fraternelle rédigée notamment donc par Jeanne de Rouen, c'est un texte absolument magnifique qui mériterait d'être beaucoup plus diffusé et étudié qu'il ne peut l'être. Il y a un bouquin très, très chouette là-dessus. Alors, il n'est pas toujours facile à lire, mais parce que c'est une écriture qui n'est pas évidente, mais il est d'une richesse incroyable. C'est Le Procès de la liberté de Michel Rio-Sarcé, qui justement va chercher toutes ces expérimentations oubliées d'auto-organisation ouvrière du 19e siècle, de la monarchie de Juillet et de la République, puis du Second Empire.
Merci. Et pour finir, alors la question à 1000 roubles, si je me permets, qui est la C'est question de… beaucoup, 1000 roubles ou c'est pas beaucoup? Alors, je ne sais plus, en fait, ça dépend du cours, c'est comme le calendrier Ouais, julien, c'est ça. ça dépend du moment où on évalue le cours du rouble. Ouais. Mais en tout cas, si vous y répondez, si ce n'est pas 1000 roubles, en tout cas, c'est une bière. Voilà, je m'y engage. C'est déjà pas mal. Euh, donc la prise la prise du Palais d'Hiver, alors on a croisé au fil des séminaires, des cours, des révolutionnaires dans des lieux qui sont assez peu appropriés pour les révolutionnaires, des lieux de pouvoir, et donc du coup ces lieux se transforment. Alors des révolutionnaires faisant irruption dans la Chambre en 48, le comité central des gardes nationales à l'hôtel de ville le soir du 18 mars, bien entendu les gardes rouges à Pétrograd, les Barbudos à La Havane. Alors pour illustrer la fin du propos, alors j'ai pas pris la prise du palais d'hiver, mais la prise d'un palais en hiver, en l'occurrence c'est décembre 1914. Et vous avez dans cette photo que moi je trouve absolument fabuleuse, que je voulais partager avec vous, C'est deux la seule éléments. photo qu'ils posent ensemble. Hein. On n'en a Comment? aucune autre où on a Zapata et Villa ensemble. Oui, 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 parce que c'est le moment de la jonction, justement. Alors là, ils posent et on les voit à cheval sur une note de l'archive Casasso, là aussi. Et deux éléments absolument centraux, un objet d'abord, et puis les sujets. L'objet, c'est ce fameux fauteuil présidentiel qui a été occupé sans discontinuer, ou presque, si on fait exception de Juárez et encore, par des criminels en gantés de blanc qui ont gouverné le pays au service des très grands propriétaires terriens. Et ce 6 décembre 1914, le fauteuil, y compris, je crois que l'anecdote est assez est véridique, elle n'est pas inventée, puisqu'en espagnol, silla presidencial, ça peut dire aussi, c'est la selle de cheval, en fait. Et lorsque les révolutionnaires font irruption dans le palais, en fait, ils pensent, eux qui n'ont jamais été habitués qu'à s'asseoir sur leur talon, justement, ou monter à cheval, ils pensaient que le Porfirio Diaz était assis sur une selle de cheval, qu'il y avait une selle de cheval dans le palais, que c'était effectivement les attributs évidemment virils du président. Et en fait, ils se trouvent face à ce trône. Et ce trône, donc, qui a été occupé par des criminels gantés de blanc au service des grands propriétaires. Et immédiatement, enfin immédiatement après un moment de discussion entre les deux, voilà, s'assoit un repris de justice aux yeux de la justice bourgeoise, Francisco Arango, plus connu sous le nom de Pancho Villa, et à ses côtés le représentant des paysans du sud de Morelos, des paysans pauvres, des paysans sans terre. Donc c'est une sorte de retournement de l'histoire absolument fabuleux. Alors, ce jour-là et le jour d'après et les jours suivants, ils ne prendront pas le pouvoir, hein, justement, ils vont le confier, ils vont le laisser plutôt à des nouveaux officiers, à une sorte de nouvelle bourgeoisie qui bientôt vont se retourner contre eux et écraser la révolte paysanne, la révolution paysanne dont ils sont à l'origine. Mais justement, donc, pour revenir à notre propos, quel est le moment de la prise de pouvoir? Est-ce que, alors on ne saurait évidemment résumer la révolution ou un processus insurrectionnel à la prise du pouvoir. Le Divine parlait de l'émancipation, évidemment, se poursuit. La prise du pouvoir, ce n'est jamais que l'antichambre de la transformation et des problèmes aussi. Mais est-ce que c'est une condition sine qua non de la révolution? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de révolution sans prise de pouvoir? Est-ce qu'on peut penser à autre chose? Voilà, c'est des thématiques qui sont aujourd'hui, en tout cas, qui ont été soulevées par différents mouvements, par différents penseurs, par différents auteurs, féminins et masculins. Mais justement, quelle est l'analyse que vous en faites au prisme justement de l'histoire du 19e et du 20e? Est-ce un fétiche ou est-ce, en dernière instance, néanmoins, une pierre de touche, un moment incontournable justement pour celles et ceux qui se proposent collectivement de transformer la société, de transformer la vie dans son ensemble? Voilà, donc là, ça c'était la toute dernière question. Et comme vous voulez, je ne sais pas, Mathilde Larrey. Commence comme ça te laissera la fin. Alors, effectivement, si tu regardes les révolutions du 19e siècle, le moment de la prise du pouvoir, enfin, en tout cas, du lieu du pouvoir, parce que c'est plutôt ça que montre la photo et que tu évoquais, c'est une espèce de figure imposée qui s'explique aussi parce que les révolutions du 19e siècle s'affrontent à des États, enfin, pas forcément centralisés au sens où on l'entend, mais en tout cas dans lequel
lieu de pouvoir, le lieu du pouvoir exécutif est un lieu symbolique très important, d'où la prise des Tuileries le 10 août, d'où la prise des Tuileries. C'est marrant parce que comme ils ne changent pas trop de lieu, c'est pratique, c'est toujours le même endroit qu'on prend. La prise des Tuileries du 28 juillet 1830, la prise des Tuileries du 24 février 1848, avec là aussi, c'est la même chose. Ils s'assoient sur le siège et là, en plus, c'est des femmes que l'on va mettre sur le trône avant d'ailleurs de l'enlever, de le transporter place de la Bastille et de l'y brûler pour montrer que l'on mettait fin à la monarchie. Donc c'est une figure imposée, c'est une figure symbolique, c'est une figure centrale. Si par la suite, ce qui d'ailleurs va se passer en 1848 et ce qui va se passer d'ailleurs aussi en 1830, ceux qui reprennent le pouvoir fût-ce à un moment à l'hôtel de ville, histoire de faire croire qu'on a changé de lieu de pouvoir, mais c'est au bout du compte les mêmes élites politique, économique qu'avant, c'est là qu'on voit les limites de ce moment symbolique qu'est la prise de pouvoir. Et d'ailleurs, après, il retourne dans les lieux de pouvoir anciens. Cela étant dit, on peut avoir des phénomènes révolutionnaires qui ne passent pas par une prise du Palais d'Hiver ou des Tuileries ou équivalent. L'un des exemples que je peux citer, alors j'empiète sur le 20e, mais c'est quand même la Révolution espagnole qui accompagne la guerre d'Espagne. Mais les espaces où se déploie, parce qu'il n'y a pas partout une révolution qui accompagne la guerre, mais les espaces où se déploie la révolution espagnole, c'est quand même un moment où, de fait, de toute façon, le pouvoir est atomisé du fait du pronunciamento, je ne sais pas comment on dit, de Franco, que le pouvoir républicain est de toute façon très fragilisé, divisé par des luttes internes, et c'est localement, sans qu'il y ait prise de Palais d'Hiver, qu'on va avoir des formes de collectivisation, des terres, des commerces et des éléments révolutionnaires. Donc, c'est pas toujours le cas. Mais en revanche, en tout cas au XIXe siècle, c'est présent, mais parce que c'est une façon de dire la révolution aussi, à partir du moment où ceux qui jusque-là n'étaient autorisés qu'à passer sous les fenêtres du palais en franchissent les portes et s'assoient sur les fauteuils, ça dit qu'une révolution s'est opérée. Dans les jours qui suivent, le fauteuil peut, s'il n'a pas été brûlé, être récupéré et on remet une autre paire de fesses tout aussi dominante sur ce même fauteuil. Oui, exactement. C'est ça, c'est de savoir s'il y a d'autres paires de fesses dominantes qui s'assoient sur ces fauteuils. Ça m'a ému de voir cette photo, parce que j'ai vu il n'y a pas très longtemps à Mexico le fauteuil en question, et c'est quand même, voilà, quand on pense aux paires de fesses qui s'y sont installées, il y a quand même un certain trouble émotionnel. Non, mais oui, la question que soulève Mathilde pour terminer est fondamentale, parce que bon, on sait que cette question du rapport à l'État, de la prise de pouvoir, c'est un lieu majeur du clivage entre camarades marxistes, anarchistes et aujourd'hui autonomes. Et je pense qu'il faut pouvoir aussi discuter historiquement et politiquement de ce clivage sans en faire une pierre absolue de discorde. C'est vraiment un grand enjeu. Et donc, en fait, la question, c'est celle du dépérissement de l'État aussi. Voilà, ce que Marx appelait le dépérissement de l'État, qu'on oublie un peu trop souvent quand on parle de la question de la prise de pouvoir. C'est à quel moment ce dépérissement de l'État commence véritablement, à quel moment aussi une démocratie active se met en place et ne cesse pas. Bon, c'est tout l'enjeu des années qui suivent 1917 et tout à l'heure j'évoquais Kollontai, j'évoquais Luxembourg, tout le combat de Kollontai pendant des années, ça a été de dire qu'il fallait continuer à faire confiance en la démocratie révolutionnaire. Alors je ne suis pas du tout en train de négliger en 17 et dans les années qui suivent les immenses difficultés
dramatique du point de vue économique et du point de vue militaire avec les interventions justement impérialistes, notamment de la France et de l'Europe occidentale en général en Russie. Mais c'est vraiment un enjeu qu'il faut se réapproprier, cette question de bon, est-ce que l'Union soviétique a vraiment été soviétique une fois la prise de pouvoir établie? Après, voilà, en fait, très concrètement, l'Union soviétique a été très peu soviétique, c'est-à-dire très peu fondée sur le pouvoir des soviets, des conseils. Et donc, ça, c'est une question qui est majeure et qui, pour autant, ne doit pas nous empêcher de continuer à penser que oui, une révolution, c'est d'abord une prise de pouvoir, mais c'est aussi, et de manière concomitante, une modification elle-même révolutionnaire des rapports de propriété, des rapports sociaux, des rapports de production. C'est pour ça que voilà, la prise de palais d'hiver, en soi, ça n'est pas un critère suffisant pour caractériser un processus révolutionnaire. Bon, comme on le sait, ces dernières années, voire quelques décennies, la question a été soulevée alors de changer le monde sans prendre le pouvoir, hein, pour reprendre la formule d'Holloway. Bon, voilà, il y a des stratégies d'exit, comme on sait, hein, des stratégies. Bon, ben, si on peut pas, on peut définitivement et décidément pas réformer le capitalisme, mais la révolution est trop longue et trop compliquée. Donc, exit. Hop, moi, je pars et nous, on part. Voilà. Changer le monde sans prendre le pouvoir. Bon, ça reste aussi, dans une certaine mesure, une aporie. Hein. Et je sais pas, donc pour terminer, moi, je conclurai volontiers avec ce qui se passe au Chiapas, hein, avec les zapatistes, puisqu'on parlait. Oui. Parce que voilà, il ne s'agit pas de fétichiser l'expérience, voilà, il ne s'agit pas, encore une fois, d'en faire un modèle absolu, c'est impossible d'en faire un modèle transposable, etc. Mais en fait, en particulier, les camarades que j'entends parfois dire oui, mais non, mais au Chiapas, il n'y a pas eu de révolution, il n'y a pas eu véritablement de prise de pouvoir, puisque le pouvoir de l'État central à Mexico City est toujours là. Mais si, enfin, il y a une prise de pouvoir qui nécessite des armes, évidemment, et qui nécessite, et ça revient aux questions qu'on a abordées précédemment, une autodéfense permanente, et une révolution anthropologique aussi incroyable, hein, qui se mène là-bas, enfin, sur le rapport à autrui, sur le rapport au vivant, sur le rapport à la terre-mère, sur le rapport à ce que doit être le politique, beaucoup plus, avec une temporalité plus lente, plus longue, sur une réappropriation collective de la chose politique, sur une rotation des charges, des cargos, des charges politiques, sur une déprofessionnalisation de la chose politique. Enfin, je pense qu'on a toujours énormément à apprendre de cette expérience et de la considérer vraiment justement comme une expérience révolutionnaire incroyable qui nous est contemporaine, sans avoir cette espèce de petite condescendance qu'on entend parfois ici sur oui, mais en fait, voilà, la prise de pouvoir n'a pas véritablement eu lieu. Non, si, elle est même gigantesque et elle est d'un courage assez extraordinaire. Je suis tout à fait d'accord. C'était le but. Mathilde Larère, Ludivine Bantigny, on vous remercie du fond du cœur. Alors là, c'est tout un pan de nouvelles questions révolutionnaires que vous venez d'ouvrir. Alors, je ne sais pas s'il est très sage d'explorer ce terrain à 22h20, mais en tout cas, c'est une invitation à poursuivre la réflexion, à poursuivre les débats et à poursuivre les expériences. À poursuivre la révolution aussi, tant qu'à faire. Pratiquement voilà, comme on le disait, dans la rue, sur les lieux de travail, dans les lieux de vie, sur les lieux d'études, dans les quartiers. Une dernière chose avant de se quitter et qui complétera, ou en tout cas qui viendra rajouter des éléments au débat de ce rendez-vous le 17. Je m'étais trompé tout à l'heure, donc c'est mercredi à 19h, sur la question de l'organisation, la question du parti, justement chez Lénine, que donnera Daniel Akobé du comité exécutif du NPA. Et puis donc les rendez-vous, eux aussi, dans la rue prochainement, samedi, donc pour exiger justice pour Floyd, Adama et l'ensemble des victimes des violences policières. Et le 16,
à Saint-Lazare pour les franciliens et franciliennes, avant de rejoindre la manifestation des soignantes et des soignants pour Eric contre la procédure de révocation qui est en cours contre lui. Encore merci. Merci au chat également qui a été un acteur fondamental de ce live et de ce Zoom, là, que l'on pourra retenir en tout cas. Et merci à toutes les deux d'avoir partagé votre temps, d'être restés aussi tard à nos côtés. Et merci à toutes et à tous pour nous avoir suivis. Et à très prochainement. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Merci.